et bienvenue dans Nord-Sud. Ils sont des millions à travers le monde à vivre dans des montagnes, des hautes montagnes de la cordillère des Andes, en passant par le Tibet, l'Afghanistan ou encore le Népal. Ce sont des peuples qui vivent à des altitudes de 1500, 3000, voire 5000 mètres, affrontant des hivers très rudes et souvent des températures qui flirtent avec les moins 20, moins 30 degrés en dessous de zéro. Donc aussi, on peut parler de précarité énergétique quand l'énergie est une question de survie et pourtant quand elle vient de plus en plus à manquer. Alors, quelle solution pour ces populations? Ce matin, nous recevons une association qui a fait le pari des énergies renouvelables pour asseoir la survie et le développement de ces peuples. Elle nous en parle tout de suite dans Nord-Sud. Alain Guilbeault, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du GERES. Alors GERES, c'est un très joli nom, c'est Groupe Énergie Renouvelable, Environnement et Solidarité. Que de jolis mots, vous êtes acteur au nord et au sud. Ça, c'est depuis 1976, donc vous allez bientôt fêter vos 30 ans. Et vous travaillez sur des enjeux qui sont à la fois liés à l'environnement, mais aussi à la réduction de la pauvreté. Vous intervenez notamment en Afrique, mais aussi en Afghanistan, dont il va être question ce matin, en Inde aussi, dans le Ladakh, on va en parler, également au Cambodge. À côté de vous, Monsieur Zia Sanei, bonjour. J'espère que je ne massacre pas votre nom. Non? Non, c'est bon. C'est bon? Zia Sanei. Zia Sanei. Alors, vous êtes afghan, vous êtes président du comité local d'Afran, qui est l'association d'amitié franco-afghane. Vous êtes arrivé à 26 ans en France. Vous avez quitté l'Afghanistan dans les années 80, c'est ça? C'est ça. Ça fait 26 ans que vous êtes en France également. Vous participez activement à l'association donc Afran. On l'a dit, vous êtes le président, vous vous occupez de programmes d'éducation, notamment en Afghanistan. Et alors vous connaissez, en tout cas, vous partagiez un bureau commun à Kaboul. Entre le GERES et l'Afran. Vous partagez toujours ce bureau à Kaboul. Alors, j'aimerais qu'on vienne, donc le sujet de l'émission, c'est la précarité, énergie, environnement, solidarité. Vous travaillez beaucoup sur ces questions de précarité énergétique. Qu'est-ce qu'on entend exactement? Qu'est-ce que c'est quand on parle de précarité énergétique? Parce qu'on parle de beaucoup de formes de précarité, c'est plus rare de voir les deux mots accolés. Tout à fait. Alors la précarité énergétique, on va la définir sur les questions de montagne, bien spécifiquement. Oui. Il y a deux aspects à bien prendre en compte. C'est d'une part le fait qu'en région de montagne, il y a très peu de ressources énergétiques. Il n'y a plus de forêt en général, plus ou pas de forêt. Les ressources énergétiques conventionnelles comme le pétrole, le gaz ne sont quasiment pas accessibles. En hiver, beaucoup de régions sont bloquées, donc on ne peut pas approvisionner ces régions en pétrole. Et quand il y en a, il est très cher. Ouais. On sait tous que le pétrole augmente. Surtout avec les augmentations du coût du pétrole. Ouais. On sait que c'est particulièrement, ça se répercute particulièrement de manière forte sur les populations. Donc ça, c'est un premier point, la question du fait qu'il y a peu de ressources. Et en face de ça, les besoins énergétiques, notamment pour cuisiner et se chauffer, sont très importants. On estime qu'il faut 3 fois ou 4 fois plus d'énergie pour cuisiner et se chauffer en montagne qu'en Afrique subsaharienne, parce que notamment les besoins de chauffage. Donc les deux phénomènes conjugués traduisent la précarité. C'est-à-dire beaucoup de besoins, très peu de ressources. Parce que là, on est quand même, c'est ce qu'on disait, on est quand même dans des questions de survie. On vit. Je me retourne vers vous pour essayer de comprendre un peu quelles sont les situations dans ces montagnes. Alors, l'Afghanistan est couvert à 70% de montagnes. On parlait de l'Inde, mais on peut parler de l'Afghanistan. Comment ça se passe dans ces montagnes, justement, quand on est face à ces hivers rudes où il fait moins 20, moins 30 degrés? Les gens, les populations essayent de survivre. Mais il y a toujours depuis toujours, ça a existé le problème d'énergie en Afghanistan. Et
Ils ont du système traditionnel, ce qu'on appelle le sandali, c'est une sorte de chaise en carré qui chauffe de charbon à l'extérieur et après il le met sous cette chaise en carré et puis après il met couverture, ils restent tous assis, blottis sur cette chaise. Ils gèlent dans les maisons? Et il gèle parce qu'en fait, on chauffe les maisons en général au moment où on cuisine, ou bien pour des réceptions, pour l'utilisation du sandali. Mais de manière générale, il gèle parce que les gens ne pourraient pas chauffer leur maison de manière permanente. Il faut bien voir que une famille peut utiliser jusqu'à 5 tonnes de combustible par an. Combustible, c'est du bois, des bousses de vache séchées. Donc vous voyez, on en est réduit à utiliser des bousses de vache. Oui, parce qu'il n'y a plus beaucoup de biomasse, Il n'y a quasiment plus de biomasse. Les incidences sur la scolarisation, ça a des incidences, par exemple, cette précarité énergétique, est-ce que ça veut dire que les écoles sont... Oui. Par exemple, il y a des régions comme la région de centre d'Afghanistan, là où Afrin s'occupe des écoles. Ces régions-là, il y a tellement de neige pendant l'hiver, que l'hiver ça dure pratiquement 4 à 5 mois. D'accord, c'est quasi... Et la plupart de temps, toutes les écoles sont fermées pendant l'hiver. Même à Kaboul, qui est le capitale d'Afghanistan, on n'arrive pas à chauffer les écoles. Kaboul qui est quand même à 1800 mètres d'altitude. Même à Kaboul, l'hiver, c'est les vacances scolaires, parce qu'on n'arrive pas à chauffer les écoles. Et puis, pendant l'été, quand il fait beau dans ces régions-là, comme l'activité principale, c'est l'agriculture, et les enfants, souvent, ils aident les parents. Du coup, c'est un problème qui pose. Et l'hiver, il fait très froid. L'hiver est long, les enfants ne peuvent pas profiter de et l'été, on va travailler au champ. Et l'été, ils travaillent. Donc ça a une incidence forte sur l'éducation, sur la scolarisation, sur l'hygiène, santé. Hygiène, la santé, on estime, enfin l'Organisation mondiale de la santé estime qu'en Asie, il y a 1 million de personnes qui meurent par an à cause des pollutions intérieures, à cause de l'utilisation d'équipements de chauffage ou de cuisson qui sont défaillants. Inadéquates. Donc c'est quand même colossal comme conséquence. Il y a plein d'autres conséquences, les conséquences agricoles. Je disais donc les gens utilisent de la bouse pour se chauffer, alors qu'on estime qu'une tonne de bouse sur les champs permet de récolter 50 kilos de plus de céréales. Donc vous voyez qu'une famille qui utilise 5 tonnes de bouse pour se chauffer, c'est autant de moins pour récolter. Donc ça a un impact évidemment direct sur la sécurité alimentaire, parce que là je pense qu'on peut parler de sécurité alimentaire à ce stade. J'ai envie de vous poser une question, elle est naïve, mais on n'a pas forcément le choix. Pourquoi on s'obstine à vivre dans des régions aussi difficiles? Parce que c'est différent. La raison principale, c'est que les grandes villes à Kaboul, c'est complètement saturé. Les gens ne peuvent pas venir vivre dans les grandes villes parce que il y a le problème de logement aussi qui ça se rajoute. Ces gens-là, ils ont au moins un logement là dans les montagnes. Dans les montagnes. Étant donné qu'à Kaboul, c'est vraiment la précarité de logement aussi. Et il ne peut pas vivre dans la rue. Et Kaboul aussi, comme je vous ai dit, qu'il fait très froid l'hiver aussi. Donc à faire, il vaut mieux qu'ils restent chez eux avec plus de froid, au moins à l'abri, que de vivre à Kaboul dans la rue. C'est un frein au développement, évidemment, parce que j'imagine que s'il gèle dans les maisons, qu'on n'a pas de quoi se chauffer, on ne peut pas vraiment non plus travailler. Effectivement, c'était, je crois, la quatrième grande conséquence de cette précarité énergétique, c'est le fait l'hiver, bien sûr, on ne cultive pas les champs, il fait trop froid, donc on pourrait imaginer que les gens puissent pratiquer de l'artisanat. Donc il y en a un petit peu, mais c'est un vrai frein quand il fait 0 dans une maison pour coudre ou pour faire un tapis, c'est quand même extrêmement difficile.
Alors, il y a des solutions quand même face à ça. Heureusement, c'est votre cas. Alors vous, c'est très joli parce qu'en fait vous reliez solidarité et énergie renouvelable, en l'occurrence énergie solaire, parce que un des atouts, et c'est là où ça prend, si je vous ai bien compris, tout son sens, c'est que c'est des régions qui sont en même temps très ensoleillées. Tout à fait. Il pleut pas beaucoup en Afghanistan. Dans les montagnes, on est quand même très au soleil. Oui, oui, mais la différence en Afghanistan, on connaît bien les 4 saisons. Oui. Donc c'est un pays que ça existe les 4 saisons, mais le soleil est toujours présent. Et toujours présent. Donc c'est un avantage pour ce que GIRES... ce que vous développez. Alors vous développez quand même des trucs assez incroyables. J'ai vu, on a vu des photos, je ne sais pas si on va les voir à l'écran. Bon, ça se voit pas forcément sur la photo, mais vous développez des serres solaires. Si vous voulez, tout le monde connaît les serres, je pense que oui, ça, oui. On a vu ce que c'était. Les innovations qu'on a apportées, c'est que une serre traditionnelle, il fait très froid la nuit. Si on ne la chauffe pas, très vite, elle se refroidit. Serre traditionnelle, on est d'accord, c'est une serre qui marche au fioul ou au chauffage Tout à fait. Donc, nous, notre objectif, c'était de faire en sorte que ces serres soient totalement autonomes sur le plan énergétique, puisqu'on a dit tout à l'heure que souvent, il y avait des ruptures d'approvisionnement. Donc, il fallait que ces serres, pour qu'on puisse produire des légumes en hiver, alors certes, des légumes rustiques, hein, mais... Oui, faut quand même expliquer qu'il fait moins 20 ou moins 30 degrés dehors, parce que c'est quand même assez extraordinaire d'aller à 5000 mètres cultiver son petit potager, même si c'est un peu rustique, par moins 30 dehors, c'est... Et donc, l'objectif, c'est qu'il ne gèle pas dans les serres la nuit. Et donc, on a développé un principe qui est d'accumuler la chaleur du soleil dans la journée, dans des murs qui font le nord, les murs nord, est et ouest de la serre, la façade sud étant vitrée ou recouverte d'un plastique. Et cette chaleur accumulée dans la journée est restituée la nuit aux légumes. Et on isole la serre par le sol, donc pour qu'elle ne perde pas trop de chaleur. Et on arrive comme ça je dirais, à avoir des conditions de culture satisfaisantes en hiver. Ça coûte combien une serre comme ça? Une serre de 50 mètres carrés coûte environ 500 €. 500 €. Ça veut dire impact sur la sécurité alimentaire, oui. Impact sur le développement. Est-ce qu'on cultive... Il y a effectivement les deux cas de figure. Sécurité alimentaire pour les populations qui sont éloignées. En montagne, une des difficultés, c'est l'accès. Donc, isolé, des populations qui sont à 3 jours d'un marché ne vont pas aller vendre les légumes, mais vont s'en servir pour se nourrir. Ouais. Mais dans les zones périurbaines, donc dans les ceintures vertes des villes de montagne, il y a une économie, je dirais, de la culture sous serre. Alors, qu'est-ce qu'on cultive en Afghanistan, monsieur? Prenez votre petite gorgée d'eau, allez-y. Oui, mais actuellement, bon, je peux pas parler, ça ne nous permet pas l'émission. Mais normalement, c'est plus traditionnellement, c'est du blé et riz. Ça, c'est un peu dur en serre. Il n'y a pas des fleurs aussi en Afghanistan ou des... Du fleur, non. Non. Vous savez, à Kaboul, les gens adorent les fleurs. Il y a une vraie économie de la fleur. Et on produit, nous, d'ailleurs. Ça se développe maintenant, mais avant, on n'avait pas tellement la culture de fleurs, mais c'était plutôt... On faisait des fleurs en papier. Alors là, vous avez des vraies fleurs et des fleurs en hiver, c'est ça l'idée. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Il y a aussi, je ne sais pas si ça existe autre part, ça vous l'avez développé dans le Ladakh. Donc dans le Ladakh, on est à quelle altitude? 2005 et 5000 mètres d'altitude. On parle des zones où les gens vivent. D'accord. Donc le Ladakh, c'est en Inde. Oui. Dans la chaîne himalayenne. Donc dans la zone entre le Pakistan et la Chine. Et alors là-bas, vous avez développé des poulaillers solaires. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le poulailler solaire? Ça existe que là-bas? Moi, j'ai jamais entendu parler de ça avant. Je crois que ça n'existe que là-bas, effectivement. L'idée, là, toujours, c'est de dire, en hiver, un poulailler conventionnel, donc chauffé au fioul, quand il y a une rupture d'approvisionnement, les poussins, les poules, tout le monde y passe. Voilà, c'est pire que c'est la grippe énergétique, voilà, c'est pire que la grippe aviaire. Et donc, notre idée a été de dire, il faut que, quelles que soient les conditions d'approvisionnement en combustible classique, on va dire, il n'y ait pas de conséquences pour les bêtes. Donc on a développé un poulailler solaire, même principe que les serres. On accumule la chaleur de la journée dans les murs et on la restitue la nuit. Et grâce à ces systèmes, on économise 85% d'énergie par rapport à un poulailler conventionnel. D'accord, ça coûte 15% du prix non, c'est l'économie, si vous voulez. Mais en énergie, c'est 15% de ce qu'on dépenserait... Tout à fait. Avant.
Ça veut dire que c'est viable, ça veut dire que des familles peuvent s'offrir enfin, si vous leur implantez, si vous les aidez à le poulailler, ça veut dire que des familles peuvent avoir des poules. Alors, si vous voulez, ce qui était interdit avant. Et c'est surtout notre optique est de développer des activités économiques autour de ces poulaillers. On a développé des modèles de poulaillers qui permettent d'élever 500 bêtes. Donc on n'est pas du tout sur la culture industrielle, de l'élevage industriel. Oui, mais c'est pas mal, on n'est pas non plus dans la... quand même une source de revenus très, très importante. Oui, parce que c'est pas non plus de la petite agriculture familiale. Quand on commence à avoir 500 poules, je sais pas, je me rends pas compte, mais ça me paraît quand même assez... Il y a des poulaillers solaires familiaux où les gens ont une dizaine de poules ou une vingtaine de poules. Mais ça change beaucoup aussi sur la sécurité alimentaire, d'avoir quand même... Il y a 30 ans, au Ladakh, il n'y avait pas d'œufs. Alors, on ne va pas dire qu'on a développé l'aviculture, mais on a contribué à la rendre plus viable. Les maisons, on l'a dit, on n'est pas chauffé dans ces maisons. Est-ce que vous apportez une solution aussi? On travaille sur ça également, sur le principe de la serre solaire. Donc, cette serre solaire, au lieu d'être ce qu'on appelle en plein champ pour faire de la culture, est attachée à la maison, façade sud, donc elle est collée à la maison. Et donc, cette serre est un lieu de vie dans la journée. Il fait très bon, très chaud, donc on peut se laver. Je pense qu'on a même des images où on voit que les gens, un enfant est en train de se laver dans la journée. Et cette chaleur est transmise à la maison, à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire qu'elle va chauffer toutes les pièces, voilà, en fait. Elle va chauffer au moins très bien les pièces qui sont contiguës à la serre. Et en plus de ça, on introduit ce qu'on appelle l'isolation thermique, donc, qui est bien connue ici, mais qui est en général méconnue dans les pays froids, dans ces zones Asie. Et cette isolation thermique permet d'éviter que la chaleur ne s'en aille. Donc, on a presque envie de dire, elles tombent sous le bon sens, vos solutions. Enfin, quand on en parle comme ça, avec Est-ce que ça se diffuse? Ça se diffuse dans le Ladakh? Au Ladakh, oui. Parce que d'une part, nous y travaillons depuis une vingtaine d'années. Un certain nombre d'ONG locales travaillent aussi sur ces questions. Nous sommes en partenariat avec ces ONG et nous avons des actions tous azimuts. Si vous voulez. Il y a des ONG qui travaillent sur les questions d'éducation, d'autres sur les questions de santé. Nous sommes plutôt sur les questions de développement économique. Donc aujourd'hui, il y a une vraie diffusion et même le gouvernement construit des bâtiments solaires aujourd'hui au Ladakh. Il y a combien de serres au Ladakh, par exemple? Il y a actuellement entre 300 et 400 serres que nous avons mises en place et nous avons un programme pour en diffuser 500 nouvelles. Mais il ne s'agit pas uniquement de diffuser des serres, il s'agit aussi d'accompagner les agriculteurs à les utiliser. C'est ça, il faut se les approprier, ces serres. Voilà, la formation, la culture maraîchère, l'organisation pour s'approvisionner en semences, la mise en marché, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle le développement. Alors c'est toute la filière. Vous êtes dans le Ladakh, vous avez aussi, autre originalité, initié une coopération. Alors là, c'est vrai que sur le plateau, on parle beaucoup de coopération nord-sud ou sud-nord. Là, c'est une coopération sud-sud. C'est-à-dire qu'il y a ce programme au Ladakh qui fonctionne bien. Et vous vous êtes dit, vous êtes présent aussi en Afghanistan, mais vous avez eu l'idée de faire venir des Afghans, une délégation afghane, pour qu'elle aille voir ce qui se passe en Inde. Tout à fait. Au Ladakh. Et l'idée, c'est que ce sont des populations qui sont frères, enfin qui sont confrontées exactement aux mêmes difficultés. Confrontées aux mêmes difficultés de rareté de la ressource énergétique, de conditions climatiques, de très peu de terre pour vivre. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous pensez... C'est la valeur de l'exemple, on croit effectivement à la valeur de l'exemple et surtout à la valeur de la confrontation entre les personnes. Nous, intermédiaires entre le Ladakh et l'Afghanistan, ça ne nous semblait pas suffisant. Donc on estimait qu'il était important que une délégation d'Afghans, 21 personnes, se sont rendues pendant 15 jours donc, au Ladakh, discutent directement avec des homologues, des homologues d'ONG, des homologues paysans, pour échanger sur les difficultés, comment les gens ont fait au Ladakh, les modèles de développement qui sont mis en œuvre dans cette région de montagne. Qu'est-ce que vous en pensez de cette confrontation, d'aller demander, je ne sais pas si... un pays qui a été marqué par 20 ans de guerre, est-ce que ça peut être un apport de... Tout à fait. Toutes les rencontres entre les différents peuples qui apportent de bonnes solutions pour le pays, et c'est bienvenu en Afghanistan. L'Afghanistan est ouvert aujourd'hui, plus ouvert à des solutions qui peuvent venir de l'extérieur. Tout à fait. Maintenant, vous êtes en attente de ça? Oui, même on a beaucoup de besoins pour l'Afghanistan et c'est à reconstruire
Et que ce soit au niveau énergétique, soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'éducation. Et tout est à refaire. Et nous, à Fran, on a basé sur l'éducation, évidemment, parce que c'est essentiel. Essentiel, parce que l'avenir d'un pays, ça vient de repose sur ses enfants. Voilà. Ouais. Et donc, nous, on a fait venir 3 directeurs de différents écoles d'Afghanistan en France pour 15 jours pour faire une rencontre entre les directeurs des écoles françaises. Les écoles françaises. Oui. Et ils sont partis avec des idées, de nouvelles idées, et puis au niveau de l'administration, au niveau de relations entre la direction et les profs, et au niveau de relations entre le directeur et les élèves. Les élèves, oui. Et ça améliore toujours, on va toujours dans le bon sens. Donc il y a une vraie demande. Comment ça s'est passé quand justement cette délégation est partie dans ces hautes montagnes? Quelles ont été les réactions quand on voit quand ces paysans ont vu d'autres paysans qui sont confrontés à des situations extrêmement difficiles et de voir ces serres, de voir cette économie qui se développe, de voir qu'est-ce que vous avez eu? Je crois que l'impression la plus forte, ça a été pour les Afghans, ça a été de se dire c'est assez incroyable ce qu'on peut faire quand on vit en paix. Le Ladakh est une zone de paix, heureusement. Et il y a eu 20 ans, 23 ans de guerre maintenant en Afghanistan, 20 ans 23 ans de guerre, ouais. Et ceci est vraiment a marqué beaucoup les Afghans, dans la mesure où les Indiens ont pu, pendant ce temps-là, ont avancé sur leur modèle de développement. Ils ont avancé sur les questions d'organisation, sur les questions de microfinance, sur les questions de relations entre l'État, les collectivités locales, les populations. Ouais. Tout ça a avancé. Ils ont expérimenté. On sait bien que le développement, c'est quand même beaucoup d'expérimentation pour chercher le meilleur moyen d'améliorer les conditions de vie. Et ça, les Afghans n'ont pas vu, n'ont pas vécu. Il y a un exemple quand même, moi, qui me frappe beaucoup, c'est que les gens de la délégation afghane ont découvert en allant au Ladakh que les chèvres qui donnent le Cachemire, ce qu'on appelle les chèvres Pashmina, existaient en Afghanistan jusqu'à dans les années 70. Oui. Et qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est-à-dire que c'est un peuple qui a aussi perdu la mémoire de ce qu'il a été, dans une certaine mesure. Tout à fait. Et ces serres, ce que vous avez développé, ça a convaincu? Ça a convaincu... Parce qu'il y a des fermes témoins. J'ai vu ce jeune garçon au Ladakh, un jeune garçon qui n'est pas très diplômé, très débrouillard, streetwise, comme disent les Américains, et qui a implanté cette serre, cette ferme de démonstration. Il y a la serre, le poulailler, Oui. Mais si vous voulez, ce qui a impressionné, je pense, au-delà des outils techniques, parce que les outils techniques ont été, ont été montrés dans toute leur variété, aussi bien sur les écoles, sur la production d'électricité, sur la transformation des fruits. On a par exemple en Afghanistan, comme au Ladakh, on a des abricots, on a de l'argousier, etc. Tout ça est potentiellement générateur de revenus. Donc ça a beaucoup marqué. Mais je pense que ce qui a marqué notamment avec ces jeunes, c'est que il était possible, dans une organisation, collective, harmonieuse, de faire en sorte qu'il y ait des initiatives qui émergent. Et ce jeune, on l'a aidé à mettre en place sa ferme de démonstration. Mais c'est maintenant un point de référence pour les autres Ladakhis. C'est-à-dire qu'ils viennent se former à cet endroit, etc., etc. Et donc, la paix permet de favoriser ces initiatives. Quand les Afghans, cette délégation afghane est rentrée en Afghanistan, est-ce que vous prévoyez un accompagnement de retour pour les aider à s'approprier, à essayer de diffuser ce qu'ils ont vu? Alors c'est un long processus. Bien sûr, oui. Déjà, il y a des retombées positives. Par exemple, les gens ont vu au Ladakh que l'on pouvait faire du compost. Compost, c'est un amendement organique pour la culture. On a vu tout à l'heure que les gens utilisaient les bousses de vache pour se chauffer, donc il faut absolument amener de l'amendement à la terre pour qu'elle produise plus. Bon, c'est quelque chose qui ne demande que, de la main-d'œuvre. Il n'y a pas d'investissement, etc. pour faire du compost. Donc ça, déjà, on sait que des Afghans ont commencé à en faire. Des Afghans qui étaient dans la délégation ont commencé à en faire. Le reste, c'est forcément un processus plus long. Parce qu'il faut confronter, ce qu'ils ont vu à ce qui est possible de faire dans leur région. À leur propre réalité. Voilà. J'aimerais qu'on dise un dernier petit mot, parce que je sais qu'il y a l'émission touche à sa fin, on se rapproche
on finit en 4 minutes. Je sais que vous avez inauguré quelque chose ou initié ce que vous appelez la solidarité climatique. Voilà. Donc effectivement, on a développé depuis 1 an un concept qui s'appelle CO2 solidaire, qui propose en fait à nos concitoyens qui voyagent, qui doivent voyager pour des raisons professionnelles, voire pour se promener aussi, qui prennent l'avion, qui prennent leur voiture. Il faut savoir que quand on se déplace comme ça, on émet du CO2. Le véhicule émet du CO2. Donc on en est directement responsable. C'est les transports, ce sont les transports qui sont la première cause de... les transports en France sont la première cause d'émission de CO2. C'est-à-dire que quand on va, si moi je vais visiter l'Afghanistan, justement... Oui, je sais que vous en avez envie. Pour aller voir, donc juste pour savoir, je vais générer combien de... Vous allez générer... je vais générer rien du tout, mais enfin, l'avion qui va vous transporter va émettre, pour vous transporter, 1,5 tonne de CO2. Quand on dit 1,5 tonne de CO2, c'est par passager. Oui. Et la consommation, juste pour essayer de comprendre si c'est beaucoup, pas beaucoup, ça me paraît gigantesque. Beaucoup. Pour une personne par an, ça consomme... Un Français contribue à émettre 6 tonnes de CO2 par an. Donc vous voyez, vous faites un voyage aller-retour à Kaboul, vous avez déjà émis 25% de ce 25% on est d'accord. Donc c'est très important. Qu'est-ce que vous proposez dans ce cas-là ? Donc, ce qu'on propose, c'est qu'on ne va pas dire arrêtez de voyager. Il y a des gens qui n'ont pas le choix déjà, pour des raisons professionnelles, etc. Donc on ne va pas dire arrêtez, mais on va dire par contre compenser vos émissions de CO2. Compenser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous alimentez en ligne sur co2solidaire.org. Vous pouvez alimenter en ligne, calculer en ligne votre émission de CO2, la compenser, c'est-à-dire verser un fonds qui va être utilisé pour mener des projets de développement au sud, donc en Afghanistan, en Inde, au Cambodge et ailleurs, qui eux-mêmes, ces projets de développement, économisent le CO2. On a vu qu'avec des maisons solaires, on économisait 50-70% d'énergie. Donc c'est ce qu'on appelle la solidarité climatique. On émet ici, certes. Et on compense là-bas. Voilà. Mais je voudrais quand même rajouter qu'il faut essayer de réduire nos émissions de CO2 ici. Et de prendre le vélo, ça va être le printemps, on va se mettre au vélo. Est-ce qu'on a le temps de dire un petit mot sur Ifran ? On voit votre qui apparaît à l'écran. Afran, pardon. Donc c'est l'association de l'amitié franco-afghane. C'est créé en 1980. Ouais, 25 ans. 26 ans. 26 ans, oui, c'est vrai, on est en 2006, mon Dieu, où ai-je la tête ? Et donc, notre axe principal, c'est de construire des écoles en Afghanistan et de donner des formations pour les profs, pour qu'ils retournent dans chaque lycée et de continuer ce que nous, on les apporte. Vous avez un problème de ressources humaines également à combler, c'est ça ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, tous ces professeurs afghans ? Les années de la guerre, la plupart des gens ont quitté le pays, qui sont en exil. Ouais. Et là aussi, on revient dans le domaine de précarité. Il y a, même au niveau des profs, il y a de précarité. Parce qu'il y a le niveau des profs sont pas tout à fait suffisant pour donner des cours aux élèves. Donc déjà, Afran a commencé à Charikar, dans le nord de Kaboul, à 80 km de Kaboul à peu près, un centre de formation pour les profs. Former ses professeurs. Très bien. Donc si on veut, on peut en savoir plus. On va sur votre site internet. Je crois qu'on l'a vu apparaître à l'écran. Et on est au courant de tous les programmes que vous menez. Je vous remercie beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner sur notre plateau. Merci pour ce projet assez enthousiasmant de serre solaire sur les cimes du monde. Nous, on se retrouve lundi. Lundi, nous parlerons de ces nouveaux diplômes dédiés au management, à l'humanitaire et au développement durable. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Charlotte sur Bien-être.